Aujourd'hui, on va avoir une séance un peu particulière puisque on a décidé avec la DRETS de pouvoir avoir un temps sur des éléments de cadrage sur les questions d'intégration, puisqu'effectivement, il y a eu des appels à projets qui a été lancé. Et puis, par ailleurs, on s'était dit que ça serait intéressant d'avoir aujourd'hui une séance sur la question des jeunes étrangers venant de l'étranger. Et du coup, quelques données sur ce point. Les dispositifs, alors pas tous les dispositifs qui peuvent exister, mais en particulier deux dispositifs qui sont parfois peu connus et surtout qui nécessitent un déploiement. Donc Safia y reviendra avec une de ses collègues sur ce point et on aura l'occasion d'avoir une présentation d'une action de Aléos avec Héloïse Vasse qui est là et que je remercie déjà. Du coup, je passe tout de suite Safia. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme elle le précisait Muriel, il s'agit aujourd'hui de la thématique de la jeunesse, mais il nous paraissait également important de redonner des éléments de cadrage sur l'intégration, notamment aussi sur l'instruction annuelle de la politique d'intégration, l'appel à projet qui a été lancé et un élément aussi important, c'est le plan national d'évaluation aussi qui a également été lancé par la DGF. Donc, on y revient. On y reviendra de toute façon au fur et à mesure. Donc, le contexte donc, de la politique d'intégration en 2025, c'est la loi pour contrôler l'immigration, pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, donc la loi CIAI, loi Darmanin du 26 janvier 2024 que nous avons pris le temps au dernier séminaire, il me semble, de détailler. Aussi, les nouveaux marchés de l'OFI qui seront mis en place à compter du 1er juillet 2027, 2025, pardon. Donc cette année, avec une C'est évolution gentil. importante des prestations délivrées par l'OFI pour les signataires du CIR. Et également, donc, la loi plein emploi du 18 décembre 2023, mise en place en fait au fur et à mesure, et qui porte à notre niveau aussi sur une évolution des conditions d'inscription à France Travail, des étrangers primo-arrivants dès la signature aussi du CIR, ce qui entraînera forcément aussi une hausse de la prise en charge des primo-arrivants par le réseau pour l'emploi, pardon. Donc, je n'entrerai pas dans le détail, mais un focus quand même sur les trois articles essentiels de la loi CIAI. Donc, l'article 20 qui apporte quand même un très grand changement parce qu'on est dans une logique aujourd'hui d'obligation de résultat pour les signatures de CIR, tant sur la maîtrise de la langue que la connaissance civique. Maîtrise de la langue parce que le niveau A2 est conditionné pour un titre de séjour pluriannuel, B1 pour les résidents et B2 pour la naturalisation. Connaissance civique parce qu'à l'issue, c'est un examen civique obligatoire pour obtenir un titre de séjour pluriannuel et un titre de résident. Donc, effectivement, deux obligations de résultats importantes. L'article 21, donc, c'est limité à trois pour les signatures de CIR, les renouvellements consécutifs de titres de séjour temporaire pour un même motif. Ça veut dire il y a la condition effectivement de l'exigence d'atteinte du niveau A2 pour Échange ces en personnes. profondeur. Tu voulais Sophie, non, en compléter, fait, Nakidine? non, oui, non, je voulais. D'abord, je me présente, Naki Delmatoire, chargé de mission auprès du SGAR, en charge de l'intégration, de l'asile, de l'immigration, de logement. Donc, ce qui change profondément, ce que l'a bien dit avec pertinence Safia, c'est qu'on part d'une obligation qui était de se présenter à une obligation de résultat. Ça change profondément parce que on verra que non seulement le niveau de langue a été élevé,
hein. Donc, et puis la connaissance civique est devenue en tout cas une obligation. Donc il ne s'agit pas uniquement de connaître, mais de s'approprier et de se réapproprier notamment les valeurs de la République, le bien vivre ensemble. Et puis également cette idée que l'intégration passe surtout et avant tout par l'apprentissage de la langue. Parce que la langue du pays, la langue française, demeure, je dirais, la langue d'intégration, la langue qui permettra aussi de véhiculer, je dirais, cette voiture de vivre ensemble. On le verra très bien, Safia le dira par la suite, comme même cet article permet aussi de dégager du temps, mais soumis à autorisation de l'employeur, pour les allophones à ce qu'ils puissent assister à des cours d'apprentissage de la langue. Bon, je donne à Safia, on pourra se compléter à chaque fois Oui, mais c'est s'il est très bien. nécessaire. Tu as abordé l'article 23, donc c'est très Voilà. bien. Voilà. On peut poursuivre. Merci. Ouais. Et donc, en fait, ce qui change aussi sur les nouveaux marchés de l'OFI, au niveau des prestations, donc c'est la slide suivante, c'est au niveau des prestations de la formation des signataires du CIR, c'est que il n'y aura plus qu'une formation de 600 heures en présentiel uniquement pour les non-lecteurs, non-scripteurs avec l'obligation effectivement d'atteindre le niveau A2. Et pour les autres, ce sera une formation asynchrone euh, et avec la particularité qu'elle n'est pas obligatoire. Donc, c'est si les gens, si les personnes le souhaitent. Mais bien entendu, derrière, on sait, comme il y a une obligation effectivement de résultat, il y a aussi un enjeu ici. Et donc, la formation civique, donc 4 journées obligatoires avec effectivement une préparation à l'examen civique. Ce que ça induit effectivement comme changement, donc une priorité forte sur la formation linguistique en vue de favoriser l'accès à une certification. Donc, quand on parle d'apprentissage aussi du français, c'est soit de manière générale, soit à visée professionnelle. Et comme l'axe de l'apprentissage du français devient un axe important et majeur, euh, d'ailleurs pour lesquels aussi le ministère de l'Intérieur nous demande de consacrer 50% de nos crédits, il devient aussi obligatoire dans le cadre des contrats territoriaux de l'accueil et de l'intégration, contrats territoriaux qui sont c'est des contrats qui sont contractualisés C'est avec les collectivités, mais jusqu'ici, c'était l'axe logement qui était prioritaire et une obligation. Aujourd'hui, c'est l'axe linguistique et le logement reste fortement recommandé. Donc, on peut aller à la slide suivante. Donc là, effectivement, quand on parle du renforcement de la coordination des actions linguistiques sur l'ensemble du territoire, c'est important, compte tenu des enjeux et des questionnements aussi que vous avez posés. Et on travaille donc avec les différents services et opérateurs de l'État, ainsi qu'avec les partenaires institutionnels, donc à la construction d'un parcours d'apprentissage linguistique partagé, mais qui intègre aussi l'ensemble des ressources existantes en termes de formation linguistique. Et donc, quand on parle, par exemple, c'est pour ça qu'on évoque aussi l'appel à projet 2025, le dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite éducative, les CTAI, les nouveaux marchés PRIC, donc c'est les marchés régionaux, le marché régional de l'offre de formation linguistique à visée professionnelle qui est lancé avec les régions. Et on a commencé un travail dans ce cadre-là, euh,
de réflexion, je dirais, sur le parcours avec l'ensemble des opérateurs de l'intégration au niveau du Grand Est. Donc, on a interrogé notamment nos collègues des TOFI sur les spécificités des besoins de leur public. Afin de mieux communiquer et de décliner aussi mieux en articulation l'appel à projet et les différents dispositifs du programme 104, donc qui prennent vraiment en compte les spécificités et que ces spécificités prennent en compte en fait les remontées du terrain et c'est aussi, donc, je l'ai dit, on travaille conjointement aussi avec la région Grand Est pour mieux articuler leur offre d'apprentissage de la langue avec aussi, alors qui est sur les métiers en tension, certes, mais il était important aussi pour nous d'échanger aussi sur les modifications des parcours donc, des étrangers primo-arrivants donc signataires du CIR qui sont liés donc à l'évolution des marchés de l'OFI, à la loi CIAI, et pour que eux aussi puissent aussi construire une offre qui soit plus affinée, plus adaptée. euh, dans leur offre en fait à l'ensemble des réseaux euh, des opérateurs de l'intégration. C'est aussi que je travaillais en étroite collaboration, donc on a commencé aussi un travail avec les trois référents académiques, pardon, du dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite éducative, pour mieux aussi décliner ce programme aussi en articulation tant avec ce qui pourra se faire au niveau d'autres dispositifs, mais aussi de l'appel à projet et de mieux réfléchir aussi au contenu des ateliers qui seront proposés donc aux élèves, mais qui prennent aussi en compte les spécificités du territoire et une meilleure aussi articulation avec, entre les différents opérateurs, donc que ce soit les établissements, les académies, les établissements mutualisateurs, mais aussi les DETS sur les territoires, les DTOFI. Voilà, en gros, et sur le renforcement donc de la communication du parcours des offres, il nous paraissait dans un contexte effectivement plus tendu par rapport à cette exigence de niveau, d'assurer aussi une meilleure communication du parcours des offres, une meilleure diffusion. euh, d'informations aussi de ce qui existe et d'informations auprès des opérateurs sur l'articulation aussi dans les territoires. Mais aussi, ce qui est important, c'est aussi le référencement de toutes les actions qui sont financées dans le cadre du programme 104, le référencement dans le des actions linguistiques sur les plateformes du Cariforef, mais aussi Réfugiés Info qui est accessible au grand public. Donc, un Pardon. autre enjeu majeur, donc, Pardon. c'est l'intégration par l'emploi et la mobilisation aussi des acteurs économiques. L'intégration par l'emploi, elle est aussi favorisée par la maîtrise de la langue. Maîtriser la langue permet aussi l'accès à l'emploi. Donc, ces deux enjeux sont liés de manière très forte. Il existait il y a eu un accord cadre en fait entre l'État, l'OFI et le réseau pour l'emploi qui était 2021-2024. Donc c'est un accord cadre national qui avait été signé pour favoriser l'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants. Cet accord cadre a été ensuite décliné au niveau de chaque département et signé par le préfet, les directions territoriales de l'OFI et le réseau pour l'emploi. Il sera renouvelé
en 2025 avec, compte tenu aussi de la loi du plein emploi, euh, un volet qui devrait être intégré, donc un volet d'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, qui sera intégré dans le cadre des feuilles de route territoriales des comités territoriaux pour l'emploi. Donc, ça c'est un truc aussi très, très important. Un deuxième axe concerne aussi le renforcement de l'information des employeurs sur le recrutement des étrangers, donc en lien aussi avec l'article 23 de la loi CIAI. Là, c'est plutôt l'objectif de rassurer les employeurs, de les informer et de les accompagner sur le cadre légal, pardon, les leviers et les opportunités pour le recrutement des étrangers primo-arrivants, dont les BPI. Euh, et c'est aussi s'appuyer au niveau de cette information sur les clubs des entreprises et mobiliser aussi l'offre de France Travail Pro. Donc, dans ce domaine, le ministère nous a indiqué qu'il y aurait aussi l'élaboration de modules de formation clés en main euh, pour donc c'est encore en cours d'élaboration, mais clé en main donc par les différents acteurs du monde économique, quand on parle d'OPCO, de France Travail, des chambres consulaires, et avec un objectif de faciliter la mise en place de ces mesures aussi dans les entreprises. Donc, on attend à ce jour enfin d'avoir un peu plus d'éléments. Et enfin, c'est aussi renforcer l'accès des étrangers donc au dispositif de reconnaissance des diplômes et des qualifications et des compétences. Donc, on avait lors du dernier point, du dernier séminaire, pardon, sur l'intégration évoqué avec une présentation qui nous avait été faite sur cet axe-là. Donc après, reste aussi une priorité, donc tout ce qui concerne l'accès aux droits des étrangers primo-arrivants, que ce soit aussi par l'accès par le sport, la culture et le vivre ensemble. Il s'agit aussi de renforcer donc ici l'accès aux droits des étrangers primo-arrivants, donc favoriser la transition entre les statuts de demandeurs d'asile et de bénéficiaires de la protection internationale. Alors, cette démarche s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'ANEF, qui est donc l'administration numérique pour les étrangers en France. Et pour accompagner cette transition, il y a eu un groupe de travail interministériel qui a été piloté par la DGEF, donc la Direction générale des étrangers en France, qui a été mis en place avec l'objectif de lever les freins identifiés donc, dans l'accès aux droits, dans le parcours d'intégration des niveaux BPI, mais qui servira aussi également à l'ensemble des étrangers. Et c'est là, comme exemple, en fait, ça répond aussi à la question évoquée sur les BPI. Une nouveauté aussi, c'est la délivrance donc, de la carte de résident pour les BPI qui est facilitée depuis le 1er janvier 2025 parce qu'ils peuvent donc obtenir une carte de résident sans attendre en fait la reconstitution de l'état civil par l'OFPRA qui peut prendre et qui prend souvent énormément de temps et ça leur ouvre en fait l'ensemble des droits avant la fin de leur première API. Voilà, mais c'est Donc, aussi donc les axes, renforcer la santé, notamment la santé mentale. Et dans la santé, c'est aussi renforcer l'interprétariat de santé. C'est aussi favoriser l'accès aux dispositifs d'accompagnement pour les femmes étrangères victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est favoriser aussi des actions qui visent à l'accès à la mobilité et chose aussi très importante, c'est tout ce qui favorise aussi l'intégration par le sport, la culture et le vivre ensemble.
donc sur le programme Agir, qui est donc aujourd'hui donc déployé sur l'ensemble du Grand Est, donc avec un guichet unique dans chaque département. La file active nationale, donc, elle est de 25 000 BPI pour 2025 et pour le Grand Est, ça représente 2475 BPI. Il y aura donc l'installation d'une conférence, la mise en place en fait d'une conférence de coordination régionale, ça c'est quelque chose de nouveau, des services départementaux et des opérateurs Agir. Elle sera semestrielle et elle devrait permettre de disposer donc d'un espace de discussion, d'échange, de bonnes pratiques et permettant aussi d'identifier et de résoudre les difficultés qui peuvent être rencontrées. C'est aussi la modification du critère de sortie positive du programme. Donc, les sorties positives ne tiendront compte que donc des sorties du programme Agir au moins 6 mois après au moins 6 mois d'accompagnement. Donc, 6 mois d'accompagnement minimum nécessaire pour un accès donc à l'emploi et au logement. Donc, on l'a dit rapidement avant, donc il y a la semaine de l'intégration cette année se déroulera, donc c'est une semaine qui est un peu plus tôt. nationale, organisée sur Et tout l'ensemble Notre-de-Grande. du territoire, et elle se déroulera du 6 au 10 octobre. C'est une semaine où il y a un temps fort en fait de valorisation des actions de la politique d'intégration des étrangers primo-arrivants. Elle vise aussi à mieux faire connaître aux bénéficiaires le champ des dispositifs proposés, de valoriser aussi l'action des partenaires qui sont mobilisés et de montrer aussi les résultats obtenus. La publication de l'appel à projet donc de l'action 12. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure, ça décline effectivement les priorités nationales qu'on a évoquées tout à l'heure. On les adapte aussi aux spécificités du territoire et que ce soit vraiment en cohérence, en articulation donc avec les besoins qui ont été relevés par les 3 directions territoriales de l'OFI, pardon, de la région Grand Est, mais aussi en articulation avec l'ensemble des partenaires institutionnels. Donc, un focus donc sur la formation linguistique donc qui devient une priorité essentielle et on l'a aussi inscrit dans l'appel à projet donc une obligation aussi de résultat parce que comme il y a une obligation aussi de certification d'exigence de niveau, il fallait aussi qu'à notre niveau, il y ait aussi une exigence dans le cadre de l'appel à projet d'obligation de résultat pour essayer de vraiment avoir une vision aussi sur la progression linguistique des bénéficiaires. Et donc après le plan national d'évaluation, mais là je vais aller très vite. Donc un plan d'évaluation qui Est-ce que, est national, Hein. qui est mis. Excuse-moi, Oui, Safia, juste, juste parce qu'on s'était dit que c'était important de le mentionner parce que il y avait, en tant qu'opérateur, hein, on reçoit ce document et du coup, c'était de bien l'expliquer par rapport à ce qui est attendu du bilan en tant que tel des actions. Ah C'était oui. juste, voilà, c'est juste pour bien le repositionner, quoi. donc Mm. sur le plan national d'évaluation, donc nous-mêmes, nous devons donc rendre compte de l'utilisation des crédits déconcentrés de l'action 12 du programme 104. C'est pourquoi la Diane a lancé donc depuis 2019 un plan national d'évaluation. Euh, Au niveau, donc, c'est un questionnaire en ligne. Donc, l'objectif, en fait, régional et départemental, c'est d'avoir un taux de réponse à 100%. Jusqu'ici, nous avons ce taux qui est atteint. Donc, je remercie en fait l'ensemble des opérateurs de répondre à cette exigence. Euh, et le plan national d'évaluation donc concerne toutes les actions qui ont été financées dans le cadre de l'appel à projet.
Donc, on le rappelle, c'est une obligation qui est rappelée aussi dans l'arrêté ou de subvention ou la convention. Une obligation qui se traduit aussi par l'obligation de transmettre un compte-rendu financier de subvention dans les 6 mois qui suivent et donc par le bon remplissage du questionnaire du PNE. Donc, et notre rôle au niveau de la région Grand Est, mais aussi au niveau de mes collègues au niveau départemental, donc dans les dettes, c'est de s'assurer de la bonne complétude du questionnaire par l'ensemble des opérateurs. C'est pourquoi on opère aussi un suivi actif. On vous relance, on vous rappelle effectivement qu'il reste que la date est proche, qu'il faut compléter. Mais je rappelle aussi que pour toute question que vous pouvez avoir ou demande d'information, c'est de me les adresser ou alors de faire suivre ça auprès de votre correspondant au niveau des dettes qui nous relaye l'information. Parce que certains euh, la difficulté, c'est que le questionnaire est lancé au niveau national, mais c'est nous après qui prenons la main au niveau local. Et donc, certains de vous s'adressent directement au niveau national qui nous fait descendre après. Donc, sachez-le pour toute question. N'hésitez vraiment pas à nous interpeller. Donc, un questionnaire qui est mis en ligne, le lancement du questionnaire, donc, il s'est fait le 2 avril. Tous les opérateurs ont été informés par un courriel donc, qui a été transmis par le ministère. Donc, c'est un questionnaire qui doit être complété par action financée. Donc, ce sont un questionnaire qui comprend des indicateurs financiers et des indicateurs thématiques. La date de clôture, très importante, c'est le 31 mai. Je rappelle que comme c'est une obligation, tout renouvellement d'une subvention en 2025 est conditionné au bon remplissage du questionnaire d'indicateur du PNE par les opérateurs. C'est le questionnaire concerne donc les opérateurs qui ont été financés en 2024, mais également les opérateurs qui ont été financés en 2023 et dont l'action s'est déroulée majoritairement en 2024. Donc, en 2024, seront concernés donc, par le questionnaire 117 opérateurs et ça représente 160 actions. Alors, j'ai quand même voulu souhaiter mettre la répartition par thématique. Donc, la thématique la plus importante qui représente 39%, ce sont des actions en direction d'accompagnement vers l'emploi, dont le français à visée professionnelle. Vient ensuite l'apprentissage de la langue. Donc, on voit bien que ce sont les deux axes les plus importants au niveau de la région Grand Est. Après, ce sont les autres actions d'intégration des réfugiés, ce sont les actions d'apprentissage linguistique délivrées en direction des BPT ukrainiens. Et après, bon, c'est 11%, c'est de l'accompagnement global et appropriation des valeurs de la République de 1%, mais ça ne veut pas dire que ces champs-là, très souvent, tout ce qui concerne l'appropriation des valeurs de la République est souvent dans l'apprentissage de la langue. Voilà. En fait, aussi, un point très important, l'instruction 2025 rappelle aussi l'obligation de contrôle des actions, donc des visites sur site pour évaluer la conformité et la mise en œuvre des actions qui sont financées dans le cadre de l'appel à projet de l'action 12. Nouveauté juste en 2025, c'est que ça concernera aussi les actions qui sont financées dans le cadre des contrats territoriaux d'accueil et d'intégration. Et pour le Grand Est, on avait déjà réfléchi, mais du coup, à la mise en place, en fait, lorsqu'on va sur site d'une grille de contrôle. Donc,
une grille de contrôle donc, qui sera précomplétée et qui permettra effectivement de rendre compte de la bonne efficience et de la bonne utilisation des crédits. Mais cette grille de contrôle qui sera complétée par les personnes, enfin les services de l'État qui vont rendre visite, donc que ce soit au niveau d'Aix ou au niveau de la région Grand Est, elle sera communiquée aussi à la suite aux opérateurs de projets qui disposeront d'un mois s'ils veulent éventuellement faire des observations complétées, etc. Voilà. Donc, les contacts pour tout ce qui est. Alors, là, c'est pour tout ce qui concerne le questionnaire. C'est soit moi, soit ma collègue, effectivement, Emmanuel Morel. Donc, pour toute question ou demande d'information, si vous avez un doute, vraiment, n'hésitez pas. Ou alors vos interlocuteurs au niveau des départementaux qui nous relayent aussi les informations. Je vous propose maintenant de venir sur la question des jeunes. Alors, très rapidement, quelques éléments de notre côté de l'ORIV en tant que fonction de ressources. Euh, on a, En fait, on a une difficulté quand même d'avoir une catégorie de jeunes étrangers arrivés de l'étranger, puisqu'on a des jeunes étrangers qui sont sur le territoire français, qui sont nés en France. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est bien que ceux qui viennent de l'étranger. C'est une catégorie qui fait l'objet finalement de peu de connaissances et de travaux. Et c'est une définition qui est assez mal définie. Et en fait, quand on parle des jeunes étrangers arrivés de l'étranger, on parle très vite, finalement, une focalisation sur les mineurs non accompagnés. Oui. Donc, je crois que c'est important de le dire. On a des statistiques peu disponibles en tant que telles, hein. Les jeunes signataires du contrat d'intégration républicaine, je vais y revenir dans 5 minutes, et le nombre de jeunes mineurs non accompagnés, puisque on va le voir, on a une mission au niveau du ministère, pas du ministère de l'Intérieur, mais de la Justice, puisque ça relève d'autres approches. Et du coup, on a quand même des données tous les ans, voire même chaque mois, la répartition des mineurs non accompagnés. Ce qui est important de savoir, c'est que les mineurs ne sont pas pris en compte, sauf s'ils sont signés d'un CIR dans le cadre d'une formation d'alternance. C'est-à-dire que dans le CIR, c'est des majeurs qui signent. Puisque c'est une contractualisation, il faut avoir normalement 18 ans. Et donc, du coup, on peut avoir des signataires du CIR à partir de 16 ans, à la condition que, en fait, ils sont dans une formation d'alternance ou d'apprentissage. Et donc, du coup, les chiffres que nous avons ne rendent pas compte de la réalité des 16-18 ans. J'ai regardé, nous, les données qu'on a à CIR. En fait, comme on le voit là, pour les données 2024, vous le savez, on avait déjà regardé 7522 signataires. Comme vous le voyez, en fait, les 16-25 ans signataires du CIR, et j'insiste là-dessus, sont en fait un quart total, quand même, des signataires du CIR. Comme vous le voyez, avec un petit chiffre pour les 16-18 ans, pour les raisons que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas d'obligation de signataire, sauf certaines conditions, alors que les 19-25, oui. Voilà. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir les données. Vous voyez aussi qu'il s'agit majoritairement de jeunes hommes, en tant que tel. Et quand on regarde la répartition entre hommes et femmes, on voit bien que la part des femmes augmente avec l'âge, en fait. On le voit bien là avec ces données. Alors on pourrait regarder pour les années précédentes. Là, je vous ai présenté rapidement parce que on a une matinée chargée, mais je trouve que c'est intéressant. Après, souvent on regarde la différence entre les 10 départements parce que c'est intéressant de le voir quand on fait ce petit travail habituel, hein. On a des différences assez fortes entre les quartiers, les départements. Là, on voit qu'il n'y a pas de grosses différences en tant que telles. C'est au niveau de la Haute-Marne où on a le taux le plus important des 18-25 ans à 27,5%. Pour le coup,
c'est un élément intéressant parce que on est sur un CTAI actuellement à Chaumont, et c'est Chaumont qui a la ville le plus d'arrivées de primo-arrivants, et du coup on constate effectivement de nombreux jeunes en tant que tels, qui sont issus des bénéficiaires de la protection internationale. Et là où on a le moins, entre guillemets, 20% pour la Meurthe-et-Moselle. Vraiment une petite photographie rapide, euh, un petit zoom sur les mineurs non accompagnés, parce que on va pas faire une séance là-dessus. Euh, c'est assez complexe hein, comme sujet, mais quand même rappeler qu'effectivement, un mineur non accompagné et un enfant de moins de 18 ans, de nationalité étrangère, arrivé sur le territoire français sans être accompagné par l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant légal. Il faut savoir que on utilisait précédemment le terme de mineur isolé étranger, et le changement de terminologie date de 2016. Il y a une volonté à l'époque de changement par la garde des Sceaux pour réaffirmer que ces mineurs relèvent du dispositif de protection de l'enfance. C'était vraiment de dire qu'on est sur, en premier lieu, le terme, par exemple, mineur non accompagné ne mentionne plus la question d'étranger. C'est parce que là, un des éléments majeurs, c'est quand même la question de la protection de l'enfance en tant que telle, hein. Et ce changement s'inscrit aussi dans un objectif d'harmoniser l'appellation française avec le niveau européen, puisque au niveau européen, on parle de mineurs étrangers non accompagnés. Voilà, ça, c'est simplement pour la définition, rapidement, hein. Toujours pour les mineurs non accompagnés, ils sont dispensés de titres de séjour et sont donc en situation régulière jusqu'à leur majorité, bien évidemment, sous condition que je fais revenir, qu'il y a une reconnaissance effectivement qu'il s'agit de mineurs. Il n'existe pas de statut juridique en propre, hein, voilà. Donc, c'est vraiment important de noter que cette catégorie de mineurs non accompagnés, elle est au croisement du droit des étrangers, avec tout ce qu'on a évoqué précédemment, et du dispositif français de protection de l'enfance, donc l'aide sociale à l'enfance, qui est d'une compétence des conseils départementaux, qui ne pose donc aucune condition de nationalité. Et du coup, de fait, on est une prise en charge particulière. Alors, on ne va pas rentrer dans la complexité, hein, puisqu'il y a eu des changements récemment aussi, hein, mais là, très rapidement, hein, grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un premier temps avec un accueil d'urgence, une mise à l'abri et très rapidement l'évaluation des jeunes pour vérifier la minorité en tant que telle, hein, et un deuxième temps, si le jeune est déclaré mineur, il y a une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sur la base d'une répartition départementale qui est définie par justement la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la mission nationale mineurs non accompagnés, dont je vous ai mis le lien juste après. Si le jeune n'est pas déclaré mineur, il peut saisir le juge des enfants, mais il n'est plus mis à l'abri. Et donc, à ce moment-là, il est comme tout autre personne adulte et les demandes de protection, etc. Donc, effectivement, on a une mission nationale des mineurs non accompagnés qui coordonne le dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs non accompagnés. Je vous ai mis le lien, donc vous pourrez regarder. Et c'est eux qui définissent le pourcentage de répartition qui évolue d'une année à l'autre. D'un point de vue des données chiffrées, simplement pour avoir une idée, pardon, j'ai fait une erreur dans les chiffres. C'est 2022, 2023, 2024, c'était en fait pour vous montrer un peu l'évolution, parce qu'on avait une augmentation
assez importante du nombre de mineurs non accompagnés en 2023 et qu'on vient d'avoir les données pour l'année 2024 et ça permet de montrer qu'on est quand même globalement dans l'année 2023 a été atypique en fait et on revient sur une situation assez proche de 2022. Je rechangerai le document. Vous voyez que effectivement les départements ne sont pas tous concernés de la même manière. Ceci étant dit, ce qui est intéressant de relever, c'est que la part des MNA par rapport au niveau national reste à un taux quasiment identique de 8,5 entre 8,4, ce qui est un taux assez important puisqu'on est un des trois régions qui accueille le plus de mineurs non accompagnés. Et du coup, la majorité des mineurs non accompagnés provient d'Afrique de l'Ouest, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, du Maghreb et plus récemment d'Afghans ou d'autres zones en conflit. Comme pour les demandeurs d'asile et les BPI, une évolution bien évidemment avec les zones de conflit. En fait, ces jeunes mineurs fuient des situations de guerre, de pauvreté, de violence familiale ou d'exploitation. Pour certains d'entre eux, rejoint des membres de leur famille en Europe. Voilà, il faut quand même savoir que effectivement, si on sait que les adultes qui migrent dans des contextes de conflit ont des parcours très violents, pour les mineurs, c'est encore plus compliqué. Avec un risque des traites des êtres humains, etc. Et comme on le disait précédemment, on l'avait tout à l'heure pour les signataires du CIR, ce sont principalement des garçons en tant que tels, et même si on constate aujourd'hui des enfants de plus en plus jeunes et des jeunes filles. Peut-être un point complémentaire sur des questions aujourd'hui, vous avez dû entendre à plusieurs reprises des conseils départementaux qui ont tension avec l'État sur le coût de la question de l'accompagnement de la protection de l'enfance et en particulier pour les MNA. Et du coup, il y a eu un rapport de la commission d'enquête, un rapport d'une commission d'enquête parlementaire qui date d'avril 2025 sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance qui propose 92 recommandations. Parmi d'entre elles, il y en a notamment 3 qui portent plus particulièrement sur les MNA, donc une attention particulière sur la présomption de minorité qui doit être respectée tant qu'il n'y a pas de décision qui a été prise, un enjeu d'égalité de traitement entre les jeunes MNA et les autres enfants et jeunes majeurs de la protection de l'enfance sur des questions de scolarisation, de suivi, etc. Et une troisième recommandation sur renforcer l'implication de l'État dans le cadre de ses missions de protection de l'enfance. Voilà. Donc là, on va avoir deux présentations de dispositifs par Safia et Magali Baudel. Je vous Oui, passe la parole. oui. Donc, Magali Baudel prendra la parole après avec moi sur l'offre de repérage et de remobilisation. Je présente tout de suite le programme volontaire. Donc, c'est un programme qui est financé aussi par les crédits du programme 104, un programme qui a été donc de service civique a été lancé par la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, donc la DIER et l'Agence du service civique. C'est un programme qui a une double vocation d'accompagner le changement donc, du regard des jeunes sur l'immigration et de favoriser l'insertion des bénéficiaires dans la société française donc à travers des missions de service civique. Il s'adresse donc à des jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans, voire 30 quand c'est en situation de handicap, donc au titre de leur engagement au titre du service civique.
pour conduire des missions donc auprès des personnes étrangères primo-arrivantes et à des jeunes donc de nationalité étrangère, dont notamment les bénéficiaires de la protection internationale qui peuvent du coup bénéficier d'une expérience enrichissante. On peut aller à la slide suivante. J'étais rapide pour, mais bon, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Donc, les missions qui ce sont des missions d'intérêt général. Ce sont essentiellement des missions, parce que là, on indique de 6 à 12 mois, mais ce sont essentiellement des missions de 8 mois. Qui peuvent concerner différents domaines, que ce soit la culture, l'éducation, la citoyenneté, l'environnement, le sport, etc. Pendant le service civique, ce qui est important, c'est bon, il y a des formations obligatoires, il y a le tutorat, etc. Mais pour les étrangers primo-arrivants qui sont engagés donc, dans ce programme, ils peuvent bénéficier de cours d'apprentissage de langue étrangère. euh, Tout en étant en fait l'intérêt aussi par rapport à la langue et par rapport aussi à une bonne intégration, à une découverte aussi de la société d'accueil, c'est que la particularité du programme, c'est que des binômes, donc jeunes étrangers et jeunes francophones. Ils peuvent donc bénéficier effectivement d'une indemnité. Au niveau du Grand Est, donc ce programme en 2020, en 2024 a bénéficié donc de fonds du ministère de l'Intérieur pour moitié et de l'Agence du service civique pour l'autre de 80 000 euros. Donc, la DRETS au niveau régional a financé 6 opérateurs pour 42 contrats. Alors, sur les 53, donc, on avait eu effectivement des crédits pour déployer 53 contrats. Mais c'est un programme qui peine quand même à se lancer. Donc, on a eu l'autorisation en fait d'organiser une journée d'échange et de pratique qui a été organisée conjointement entre la DRETS, la DRAGES et Unicité qu'on avait missionné. Donc, on a voulu donc une journée d'échange et de pratique avec pour objectif de permettre, d'une part, aux acteurs qui sont engagés dans le programme de se rencontrer, de partager leur expérience, mais d'échanger les bonnes pratiques, mais aussi de lister les écueils à éviter, mais surtout aussi de mettre en lumière auprès des acteurs qui les accompagnent aussi, les jeunes réfugiés en service civique, de valoriser ces parcours à travers, donc, en 2024, il y a eu une série de témoignages vidéo dont on peut vous diffuser aussi le lien si ça vous intéresse de les regarder. Et c'était aussi permettre à des acteurs de service civique, je dirais classique général en Grand Est, de découvrir aussi ce que c'était le programme volontaire et de mieux comprendre aussi les spécificités de cet accueil, donc du volontaire qui est bénéficiaire d'une protection internationale. Donc ça avait rassemblé un certain nombre d'acteurs. 6 porteurs avaient été retenus en 2024. Balade, La Cloche, la Ligue 51 Unicité, la Ligue 54 et la ville de Strasbourg. On constate que ben, c'est pas un programme qui est complètement déployé dans l'ensemble du Grand Est. Essentiellement dans le Bas-Rhin, dans la Marne, la Meurthe-et-Moselle. Et un de nos objectifs, donc, c'est aussi de valoriser ce programme et de favoriser son déploiement dans le Grand Est. Et essayer aussi de diversifier les porteurs de projets. C'est aussi important pour nous d'articuler, je veux dire, ce programme avec les autres dispositifs d'intégration
pour permettre aussi à chaque bénéficiaire un accompagnement global, voire des solutions de logement, d'emploi, etc. Je trouve que c'est un beau programme qui est un beau levier aussi pour les jeunes étrangers dans l'accès à l'emploi. Les contacts, c'est effectivement parce qu'on comme on copilote, donc il y a Emmanuel, ma collègue, et moi au niveau de la DRED Grand Est. Et sinon, il y a notre collègue Benoît Lepage, donc de la DRAGES, la Direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, au niveau du Grand Est. Je vous propose du coup d'intervenir ensemble pour que vous puissiez présenter l'offre de repérage et de remobilisation. Donc, je suis avec ma collègue Magali Baudel, voilà, que je laisse se présenter tout à l'heure, et on copilote ensemble ce dispositif. Voilà, donc je te laisse rapidement te présenter comme ça. Oui, bonjour, Magali Bodin, donc je suis chargée de mission aussi au sein de l'ADREX voilà, récemment arrivée au mois de janvier. En l'occurrence, je suis chargée de mission sur un certain nombre de dispositifs, en l'occurrence donc le parrainage, l'école de la seconde chance, O2R, les contrats aidés, les entreprises s'engagent et les initiatives territoriales, donc, avec Safia sur le dispositif de l'O2R. Voilà. Enchantée, bonjour à tous. Et toutes les deux, en fait, on fait partie de l'unité d'insertion sociale et professionnelle de la DRETS Grand Est. Donc, on a souhaité vous présenter l'offre de repérage et de remobilisation. C'est une offre qui s'inscrit dans la loi du plein emploi, donc pour le plein emploi du 18 décembre 2023, qui avait introduit dans son article 7 une nouvelle catégorie d'organismes qui était chargée du repérage de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, l'offre d'inclusion, donc l'offre de repérage et de remobilisation, s'inscrit aussi dans cette continuité et dans la continuité aussi des projets et des plans d'investissement qui s'inscrivaient dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Donc, c'était des crédits de fonds européens qui ont été menés sur la période de 2018 et 2023. 23. Et à la suite de ça, il y avait donc ils ont travaillé à l'analyse et au recueil effectivement des besoins. Et c'est comme ça que cet appel à manifestation d'intérêt, donc l'offre de repérage et de remobilisation, a été donc rédigée par la DGFP et ensuite adaptée au niveau régional, mais à partir aussi de diagnostics qui avaient été établis pour chacun des départements du Grand Est. Donc, en fait, l'offre de repérage et de remobilisation, c'est surtout une offre qui permet d'aller à la rencontre et de prioriser les publics qui sont ce qu'on avait appelé les personnes mais qui sont en dehors des radars, c'est-à-dire en fait les personnes qui sont non inscrites aux structures institutionnelles, par exemple, pas connues au niveau de France Travail, pas connues au niveau des conseils départementaux. Bon, donc voilà, c'est vraiment des personnes qui sont. Nous, on avait pensé à des personnes, par exemple, en tout cas seules ou isolées, ou en tout cas enfin avec Pas d'accompagnement. sans accompagnement. Et là aussi pour objectif de lever les freins en fait liés aux difficultés sociales de santé, de handicap, de logement, mobilité, accès aux droits, pour faciliter justement l'accompagnement professionnel. On reste quand même dans l'objectif de les inscrire ensuite sur France Travail et puis ensuite de leur trouver en tout cas un emploi. Voilà, c'est que reste dans le cadre vraiment qu'ensuite il y ait des sorties positives vers un poste. Voilà. Donc, ce qui est attendu dans le cadre de ces des projets qui ont été retenus, c'est que il y a trois volets. Il y a le volet qui concerne le repérage. Donc, le repérage doit se faire à travers d'actions innovantes, c'est-à-dire repérer les personnes au pied des immeubles, des bus itinérants, de bouche à oreille,
Quand on parle aussi de repérage, c'était pas voilà, solliciter par exemple le France Travail pour leur dire est-ce que vous avez une liste effectivement de personnes qui sont demandeurs d'emploi ou voilà. C'était d'être dans une autre démarche de repérage et après de passer à une phase de remobilisation qui passe par différentes actions qui sont mises en place qui peut durer selon les personnes et selon si, parce que c'est des offres enfin, ça va être aussi au cas particulier parce que les personnes ne sont pas, ce sont des personnes très souvent vulnérables, en situation aussi de grande précarité. Donc, ce sont quand même des accompagnements très individualisés qui comprendront certes des parties collectives, mais ça reste quand même un accompagnement individualisé. Et après, on passe à la phase de l'accompagnement vers le global, vers l'emploi ou la formation. Mais là aussi, on passe à une phase aussi où les porteurs de projets, les opérateurs qui ont été retenus, euh, mettront en place un co-accompagnement avec les acteurs du réseau pour l'emploi. Donc, on parle de nécessaire complémentarité parce que, comme le précise la loi, les organismes qui ont été retenus dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt sur le Grand Est doivent aussi contribuer au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement des personnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles et particulières et qui sont mis en œuvre par l'État. Et comme on disait avant, quand on parlait de co-accompagnement, on a vraiment participé aussi au réseau pour l'emploi et collaborer avec l'ensemble et les autres membres du réseau pour l'emploi. Là, c'est plus pour vous expliquer comment ça s'est passé et déroulé. Oui, il y avait eu il y a eu le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt. Ensuite, il y a eu la réception des dossiers, un grand moment aussi de phase d'instruction parce que c'est à partir du moment où on associe un ensemble de partenaires, la phase d'instruction est importante. Donc, ont été associés donc l'adresse, les DETS, les têtes de réseau donc du réseau pour l'emploi, notamment donc l'EDR France Travail, l'Agence régionale des missions locales, KEOPS, et un cabinet à Amnios, aussi mais c'est plus sur la partie, je dirais, d'éligibilité financière. Voilà. Oui, donc du coup, le résultat de l'appel à projet, ça a été que justement au niveau de la région Grand Est, donc 11 opérateurs ont été retenus sur 9 départements. L'Aube n'a malheureusement pas eu De chance. l'opérateur en tout cas qui a été sélectionné. Voilà, mais après, on envisagerait en 2025 peut-être un nouvel appel à projet qui permettrait justement de rajouter en fait l'Aube. Voilà, mais pour l'instant, c'est 11 opérateurs qui sont retenus. Et voilà, donc après, on a aussi parmi ces 11 porteurs, 7 qui ont plutôt une cible, en tout cas au niveau du public, les publics de QPV. Voilà. Et on a aussi. On peut passer ouais, oui, Oui, voilà. à la slide suivante peut-être parce que c'est là qu'on a le plus de. Voilà. Information concernant les publics visés. Donc, en fait, on a essayé aussi d'avoir une certaine pluralité des publics aussi, parce que selon les territoires, les publics ne sont pas forcément les mêmes, ou les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Donc, 6 projets qui visent plus particulièrement les publics jeunes, 2 projets qui ont des publics plutôt, qui n'incluent pas les jeunes, mais plutôt le handicap, par exemple. Un projet aussi juste exclusivement sur un public de handicap. Et puis, voilà, donc c'est vraiment des publics divers et spécifiques, hein, soit spécifiques, soit divers. Voilà. Et c'est pour ça aussi que dans l'analyse des cibles et même dans l'articulation avec le réseau pour l'emploi, quand on voit que 8 projets sur 11 incluent les jeunes, il y a aussi se pose la question aussi de l'articulation aussi à avoir avec les missions locales. À clarifier aussi, mais comment on rentre dans une phase opérationnelle, comme on a des publics parfois très très larges,
Euh, on était aussi dans des délais très restreints en 2024, donc en 2025, pardon, on peut aussi, les dettes prendront le temps, avec la DRETS aussi, de mieux clarifier les publics prioritaires qui sont selon les territoires. Voilà. Et donc, au niveau des contacts, si vous souhaitez plus ample information, c'est donc Magali et moi. Et donc, on est dans l'attente en 2025 du lancement d'un nouvel AMI, principalement donc, pour couvrir aussi le territoire de l'Aube, mais aussi pour élargir aussi euh, là aussi où des territoires n'ont pas été touchés, parfois plus ruraux, voilà. Élargir le public, élargir les problématiques. Mais là aussi, on pourra, au moment du lancement de cette AMI, informer enfin, tous les acteurs de l'intégration, hein, il n'y a pas de souci, parce que ça concerne aussi le public des étrangers primo-arrivants et des réfugiés. Voilà. Merci à vous deux. Comme d'habitude, l'idée, c'est toujours d'avoir une expérience en lien avec le sujet de la journée, de la matinée, pardon. Du coup, Héloïse Vasse avait proposé pour Aléos une intervention d'une action auprès des jeunes 16-25 ans. Et du coup, je vais lui passer la parole. Donc, ce sont des ateliers sociolinguistiques hein, qu'on appelle ASL, qui sont à destination de jeunes majeurs qui ont entre 18 et 25 ans, en fait, jusqu'à la veille des 26 ans. Et cette action s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement global vers l'autonomie euh, grâce à l'apprentissage de la langue française et des usages sociaux en France. Donc, ce ne sont pas simplement des cours de langue, il y a aussi d'autres aspects qui sont très importants au-delà de l'apprentissage de la langue. Donc, ce sont des ateliers qui sont mis en place à Mulhouse et à Colmar. Et la plupart des jeunes, donc tous les jeunes en fait sont accompagnés par les missions locales et ce sont les conseillères des missions locales qui nous orientent les jeunes avec une fiche, euh, une fiche d'orientation et la plupart de ces jeunes sont bénéficiaires d'une protection internationale, hein. On accueille en priorité les jeunes bénéficiaires d'une protection internationale, mais également des jeunes primo-arrivants qui sont pas forcément réfugiés. Voilà. Donc, ce sont des ateliers qui durent de 2 à 3 heures, avec un nombre d'heures qui est différent à Colmar et à Mulhouse en fonction des disponibilités des formatrices, parce que nous sommes 3 formatrices à travailler sur ce dispositif. Donc à Colmar, les jeunes ont au total 5 à 6 heures de cours hebdomadaires répartis sur 2 jours. Et à Mulhouse, ce sont 10 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours. Ces ateliers ont lieu dans les locaux de l'association, donc au siège à Mulhouse, mais aussi dans nos locaux à Colmar. Euh, et parfois, on fait aussi des ateliers hors les murs avec des partenaires de la culture, par exemple, ou plutôt sur le volet de l'insertion professionnelle. Peut-être que j'aurai l'occasion après de citer différents exemples. Mais voilà, il s'affiche, c'est parfait. Euh, donc, on réalise parfois des actions sur l'insertion professionnelle, par exemple les portes ouvertes des centres AFPA, des visites de la Cité du réemploi à Sostheim et aussi la participation au rallye de l'ensemble Man Emploi à Colmar, qui sont des structures d'insertion par l'activité économique. Donc, ça permet vraiment de faire le lien entre les jeunes qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle et les professionnels du secteur qui recrutent. On a aussi beaucoup d'actions culturelles
notamment des visites et des ateliers d'écriture avec les bibliothèques municipales, des visites du Centre rhénan d'art contemporain à Altkirch, le projet Lien social et citoyenneté avec Culture du Cœur, qui œuvre aussi dans tout le département du Haut-Rhin, des ateliers avec le centre socioculturel de Colmar, avec lequel on a une convention partenariale, des ateliers de création avec des artistes qui interviennent en partenariat avec le Lézard à Colmar, et j'en passe. On a des actions sur l'environnement, la responsabilité citoyenne qui s'inscrivent dans cet axe en fait d'acquisition des références socioculturelles et d'appropriation aussi des valeurs de la République. Donc sur l'environnement, par exemple, on a eu des interventions du CIVOM dans le cadre de la semaine de réduction des déchets. On a visité l'éco-habitat face Alsace à Colmar. On a eu aussi un groupe de jeunes qui ont eu une journée de formation au premier secours citoyen et qui ont obtenu leur premier diplôme, en fait. Donc, c'était vraiment aussi très valorisant pour eux de participer à cette journée. On a beaucoup d'actions aussi sur la prévention santé avec des interventions de professionnels qui, euh, qui viennent sensibiliser les jeunes sur des thématiques de santé. On fait partie du programme qui s'appelle Prenons soin de nous et de nos proches, qui est dirigé par la mairie de Mulhouse. Dans ce cadre, on a eu des interventions sur l'alimentation, les premiers secours, les addictions et l'activité physique. On a également des ateliers avec le pôle APSA à Mulhouse et à Colmar sur l'alimentation et l'activité physique, ce qui permet aussi d'informer et éventuellement de diriger, d'orienter les bénéficiaires vers d'autres programmes qui existent, notamment Prescrit Move par exemple. Ou d'autres associations qui sont sur le territoire et qui peuvent accompagner les personnes dans leur quotidien, soit sur des questions de santé, de lien social aussi, hein, pour tout ce qui est activité physique, action culturelle. Et puis, on travaille aussi en partenariat avec d'autres dispositifs, par exemple l'association Mobilité pour l'emploi à Mulhouse qui propose des formations pour apprendre le code de la route, où on oriente des jeunes du coup. Et puis le dispositif Déclic Code de la route dans les centres AFPA. Donc ça permet vraiment de faire le lien et d'orienter en fait les jeunes vers les différentes actions qui existent sur le territoire. Merci beaucoup, Héloïse. Du coup, est-ce que, il y a des questions Bonjour à des gens? tous. Vous avez des groupes de combien en fait? 8 et 12 selon les niveaux. En fait, à Mulhouse, on a 4 groupes de niveaux. Donc les Mhm. jeunes sont répartis en fonction de leur niveau en français. Ça va de l'alphabétisation, donc pour des jeunes qui ont été peu ou pas scolarisés, euh, et qui du coup sont non lecteurs, non scripteurs, ou alors qui ont été peu scolarisés mais dans un alphabet différent. Et le groupe avec le niveau le plus élevé à Mulhouse, ça va jusqu'au niveau B1, voire plus. On a déjà eu des jeunes qui ont pu intégrer l'université, par exemple, au bout de plusieurs mois de formation dans notre structure. À Colmar, les jeunes sont répartis sur 2 groupes, donc c'est beaucoup plus hétérogène en termes de niveau. Mais voilà, c'est entre 8 et 12 apprenants par groupe. Et sur combien de temps se déroule l'action? Et ça fonctionne en entrée-sortie permanente. Donc, on n'a pas de session de formation de date à date. Euh, en fonction des places qui sont disponibles, on fait des tests de positionnement pour pouvoir faire entrer des jeunes dans les groupes en fonction de leur niveau. Euh, donc, on fait à la fois du collectif, mais aussi de l'individuel, hein. Il y a un suivi individuel qui est fait pour chaque jeune avec les conseillères de la mission locale, mais aussi avec les autres personnes, les autres professionnels de l'accompagnement. Et donc, au maximum, ce sont 12 mois dans notre dispositif.
parfois, ces 12 mois sont interrompus, hein. On a des personnes qui sont convoquées pour les formations aux filles, par exemple, et donc on interrompt le parcours, et le parcours peut être repris par la suite. Merci. Alors, il y avait une demande d'intervention. Oui, bonjour, Madame Chartner. Si j'ai bien compris, Madame Basset, c'est qu'il faut passer par la mission locale pour pouvoir permettre cette orientation-là. Et alors, vous avez soulevé un petit point, c'est que vous disiez que vous aviez également des personnes qui ne sont pas encore BPI. Donc, des jeunes primo-arrivants demandeurs d'asile, il est possible d'avoir accès à ce programme. En fait, on fonctionne avec une liste d'attente. Actuellement, toutes les places sont occupées, mais comme ça bouge beaucoup selon les périodes de l'année, par exemple, selon la demande, selon les niveaux des personnes qu'on a à un moment donné, on peut faire entrer des jeunes qui ne sont pas forcément dans les critères prioritaires de BPI et signataires du CIR. Donc, vous pouvez toujours faire l'orientation. Après, ça dépendra vraiment de la demande. On a vraiment ces critères de priorité, en fait, par rapport aux exigences des financeurs, notamment. Euh, et l'autre Il y avait la question de la Et- mission locale. Est-ce que c'était une prescription Oui. Ouais. Et des demandeurs Alors, c'est d'asile. pas, c'est pas une obligation, mais c'est un conseil en fait, parce que ces ateliers sociolinguistiques peuvent entrer dans le cadre de dispositifs de la mission locale, ce qui permet aux jeunes d'avoir aussi une allocation. La plupart des jeunes ont signé là, un contrat, donc ça peut être le PACEA, ou le PIAL, hein, qui est le programme d'intégration par l'apprentissage de la langue, qui leur permet d'avoir une allocation pendant une certaine période. On a aussi beaucoup de jeunes qui ont signé le contrat engagement jeune, donc les heures passées dans les ateliers sociolinguistiques peuvent être comptabilisées comme les heures qui, il me semble, sont obligatoires dans le cadre du SEJ, par exemple. Ok. Alors, il y avait Madame Afidi. Oui, du coup, alors je voulais poser la question à Madame Vasse, parce que nous, au Centre Léo Lagrange d'Épinal, on propose deux actions. On a le PIAL, qui est en collaboration avec la mission locale, ce qu'elle vient d'expliquer. Il est destiné à des jeunes aussi âgés de 18 à 25 ans. Et on a les ateliers sociolinguistiques qui sont destinés à tout public. Donc, je voulais juste savoir la différence chez vous entre atelier sociolinguistique et PIAL. Est-ce que vous travaillez aussi avec des adultes de l'autre côté ou votre structure a travaillé juste avec des jeunes adultes? Travailler avec des- Ouais. Donc, nous sommes trois formatrices et on a au total trois dispositifs différents au niveau des cours de langue, on va dire ça comme ça. Donc, on a le dispositif principal, c'est du coup les ASL pour les 18-25 ans. Ça se situe un peu entre le français général et le français à visée professionnelle. On n'est pas exactement une formation de français à visée professionnelle, mais la question de l'insertion professionnelle est quand même très importante. Euh, donc ça, c'est vraiment la majorité de notre public. On a aussi un autre dispositif qui s'adresse aux réfugiés de plus de 25 ans qui sont résidents dans notre association. Parce que c'est une grosse association en fait à Léos. Il y a Avec beaucoup du logement. de Avec des logements sociaux logements. et d'hébergements de publics réfugiés aussi. Et on a un troisième dispositif qui s'adresse exclusivement au public ukrainien, sans D'accord. critère d'âge. Et du coup, vous travaillez que avec les réfugiés? C'est le public prioritaire. J'ai oublié de Ah, préciser quelque chose parce que je suis allée un peu vite. Donc, dans notre équipe, nous sommes trois formatrices. Il y a également un psychologue, en fait, qui fait à la fois du suivi, qui propose du suivi individuel, mais qui co-anime également des ateliers collectifs avec les formatrices à destination des apprenants qui sont inscrits dans les ASL. Parce que la thématique de la santé mentale est quelque chose de très, très important pour ce public-là, hein. Donc, le travail conjoint est vraiment nécessaire
à la fois pour aborder les questions de santé mentale et pour aussi essayer de dépasser la barrière de la langue. Donc c'est pour ça que les formatrices travaillent avec le psychologue pour essayer d'accompagner aussi les jeunes sur ces aspects-là. Merci pour cette précision. Je voulais quand même vous rappeler, du coup, qu'on vous diffuse tous les mois un document ressources. Vous pouvez retrouver sur le site de l'ORIV les temps précédents à chaque fois. Merci à vous.